Eh bien, salut, on se retrouve aujourd'hui pour résoudre cet oral de Polytechnique qui consiste à montrer l'équivalence de la convexité de deux fonctions. Donc plus précisément, on se pose un intervalle i inclus dans R plus étoile et une fonction f de i dans R. Alors on va montrer que la fonction qui a x associe x f de x est convexe si et seulement si la fonction qui a x associe f de 1 sur x est convexe. Donc dans un premier temps, on va montrer que le cas où f et c2 est évident, et dans un second temps, on démontrera ce fait dans le cas général. Je tiens à le rappeler, et je vais le rappeler, je pense, durant les prochaines vidéos, que le plus important dans un exercice, c'est pas forcément le résultat en soi, parce que là, quand on voit ce résultat, alors même moi je ne sais pas dans quel cas il pourrait s'appliquer bien, entre guillemets, où ça pourrait donner quelque chose d'utile, car comme on va le voir, dans le cas où f et c2, c'est quasi évident quand on va l'écrire. Donc à mon avis, les choses qu'on peut obtenir les plus intéressantes, ce sera dans le cas où f est pas c2, donc dans le cas général, et là tout de suite j'ai pas vraiment d'idée, mais comme je vais le rappeler souvent, le plus important dans un exercice quand on le fait, c'est pas le résultat en soi, car déjà on pourra pas l'utiliser ailleurs, c'est la manière et en gros la démarche qu'on aura pour résoudre cet exercice, et si auquel cas on n'arrive pas à résoudre l'exercice, ce qui arrivera souvent, même moi, il y a des exercices que je vais vous présenter où j'aurais pas réussi à les faire directement, le plus important, même quand on n'aura pas de démarche, déjà c'est d'essayer d'avoir une démarche, si on n'en a pas, c'est d'essayer de comprendre le point de vue du correcteur, et si on fait une démarche qui ne marche pas, c'est aussi essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné dedans. Voilà, donc je vous invite à essayer de résoudre cet exercice, et ensuite d'essayer de comprendre la correction si vous n'avez pas réussi, ou si vous pensez avoir réussi et si vous avez réussi, de comparer les deux corrections, ce qui peut être super intéressant à mon avis. Je tiens à le préciser, j'ai essayé de prendre en compte les remarques que j'ai eues, donc tout d'abord d'essayer d'agrandir l'écran pour pas que je fasse des retours, etc. Du haut en bas, donc j'ai essayé de configurer ça sur ma tablette, apparemment ça va bien marcher, et aussi d'avoir un texte sous les yeux, donc préparé, donc c'est ce que j'ai fait pour cet exercice, ce qui permettra sûrement à certains de mieux comprendre et de mieux appréhender la correction. À mon avis aussi ça peut être plus sympathique pour certains. Donc tout d'abord, donc le premier cas où f et c2, donc si f est c2 de i dans R, donc pour rappel, je vais noter C une fonction convexe quelconque, souvent quand je vais devoir montrer des propriétés. Donc pour rappel, C appartenant à C2 de I dans R est convexe si et seulement si, et je vais noter comme ça, C seconde est positive ou nulle sur I. Donc voilà, donc ça c'est la définition que vous avez vue même depuis la terminale de la convexité. Ensuite, dans le point 2, comme je l'ai dit, on va montrer dans le cas général, donc si jamais vous avez jamais manipulé ça, que je peux comprendre, hein. Personnellement j'ai rarement manipulé de la convexité, les seules fois c'était pour montrer par exemple les inégalités de Holder, donc, ou Minkowski, des choses comme ça. Donc si f est C2 de I dans R, on va poser pour le reste de l'exercice g de x égale x f de x et h de x égale f de 1 sur x. Et donc, par un calcul simple de dérivée que je vais pas détailler ici parce que c'est pas vraiment le propos principal de l'exo, on a que g seconde de x c'est égal à 2f' de x plus f seconde de x fois x, et h seconde de x c'est égal à 1 sur x cube facteur de 2f' de 1 sur x plus 1 sur x f seconde de 1 sur x. Donc on peut voir directement que c'est égal à 1 sur x cube fois g seconde de x, et du coup a fortiori ça implique que g seconde est positive ou nulle si et seulement si h seconde est positive ou nulle. Ce qui conclut déjà la partie où f est c2, en fait c'est pour ça que je vous disais que c'est complètement évident, on a juste à calculer deux dérivées et ça tombe directement. Par contre dans le cas général là ça va être un peu plus compliqué quand même de le résoudre. Donc on va se placer dans le cas général et on va supposer, donc supposons que G est convexe, et on va essayer d'obtenir la convexité de H à partir de celle de G. Donc tout d'abord je vais le rappeler, donc dans le cas général, une fonction C de I dans R est convexe
donc non nécessairement C2 dans un cas général, si et seulement si, pour tout x1, x2 dans I, et pour tout t dans 0, 1 compris, on a que C de t x1 plus 1 moins t x2 est inférieur ou égal à t c de x1 plus 1 moins t c de x2. Donc autrement dit, l'image d'une combinaison convexe est majorée par la combinaison convexe des images. Ça peut aussi se voir comme par exemple si on prend une fonction qui est convexe, on va dire quelque chose qui ressemble à l'exponentielle. Si on prend 2 points sur la courbe et qu'on trace à peu près la droite entre les deux, la droite va se trouver au-dessus. Et en fait, cette droite on peut totalement la définir parce que si ce premier point on l'appelle x1, ce deuxième point on l'appelle x2, ce qu'on peut dire en fait, c'est que ce segment, c'est totalement en fait l'ensemble des t c de x1 plus 1 moins t c de x2 avec t dans 0, 1. Donc où cette courbe elle représente c de x. D'où la définition en fait qu'on a donnée au-dessus. Donc aussi petite précision, quand je dis combinaison convexe, ça veut dire que la somme de t et 1 moins t ça fait 1 évidemment. Et ce qu'on peut dire en fait c'est que tx1 plus 1 moins tx2, eh bien en fait il est dans l'enveloppe convexe du segment x1, x2. Ça se voit plus sur R, parce qu'en fait l'enveloppe convexe de 2 points sur R, ça va juste être la droite qui sépare ces 2 points. Par exemple, dans R2, l'enveloppe convexe de 3 points, ça va être le triangle. Donc à mon sens, je ne sais pas si par exemple la convexité se généralise à plusieurs variables, peut-être. En tout cas, ça peut peut-être être un moyen de la définir. Donc tout d'abord, on va essayer de partir de l'idée de réécrire la convexité de H. Donc H convexe, si et seulement si, pour tout x1, x2 dans I, et pour tout t dans 0, 1. Donc on va réécrire H, on sait que c'est f de 1 sur x, donc ça fait f de 1 sur tx1 plus 1 moins t x2, je vais l'écrire en bas, j'ai plus de place, c'est inférieur ou égal à t f de 1 sur x1 plus 1 moins t f de 1 sur x2. Et donc en fait, l'idée ça va être, on va poser z qui est égal à tx1 plus 1 moins t x2, on va poser x égale x1 et y égale x2. Donc en fait ça nous dit juste déjà que tout est strictement positif, x est inférieur ou égal à z qui est inférieur ou égal à y, et donc ça, a fortiori même de par la tête qu'a z, ça veut juste dire que z est combinaison convexe de x et y. Ce qui va nous servir, ce qui va être utile, c'est que on va utiliser une caractérisation où x, z et y sont tous 2 à 2 distincts, donc x strictement plus petit que z et z strictement plus petit que y, le tout strictement positif. Ça va nous être plus utile que cette caractérisation-là. Et pour ce faire, en fait, on va dire sans perte de généralité qu'on peut prendre ceci, mais en tout cas, on va l'expliquer. Pourquoi on peut les prendre 2 à 2 distincts. En fait, on va voir que les cas où il y en a un des deux qui sont égaux, ou alors le cas où les trois sont égaux, sont totalement évidents pour n'importe quelle fonction. Donc, si x est égal à z strictement inférieur à y, alors, et bien par la définition qu'on a au-dessus, ça veut dire que t égale 1, et donc ça nous dit juste que f de 1 sur x est inférieur ou égal à f de 1 sur x, ce qui n'est pas vraiment intéressant. De même, si x est plus petit que z qui est égal à y, alors t égale 0, ce qui nous dit juste que f de 1 sur y est inférieur à f de 1 sur y. Ce qui est encore pas vraiment intéressant, c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu des cas entre guillemets triviaux. Et si x égale z égale y, et bien en fait c'est la même chose mais pour tout t. C'est la même chose pour tout t, en fait, dans tous les cas, x égale à y, donc en fait on a quand même, ces inégalités elles sont exactement les mêmes, on a ces inégalités et donc elles sont tout à fait vérifiées pour n'importe quelle fonction, donc jusque là il n'y a pas de souci. Donc maintenant on va supposer sans perte de généralité que
on a x strictement, on a x strictement inférieur à z, strictement inférieur à y, le tout positif, parce qu'on a vu que les cas avant étaient triviaux et étaient toujours vérifiés. Donc entre guillemets aussi, ça veut aussi dire que t appartient dans 0, 1 ouvert. Et on a donc z qui est égal à tx plus 1 moins t y, ce qui est équivalent à dire aussi que z égale à t x moins y plus y. Et du coup, on peut dire que t est égal à y moins z sur y moins x, et 1 moins t est égal du coup à y moins x sur y moins x moins y moins z sur y moins x, qui est donc égal à z moins x sur y moins x. Et donc ça nous permet en fait de réécrire la convexité de h. Là du coup on a trouvé un t, on a bien réécrit le 1 moins t, donc en fait la condition de convexité de h, on peut la réécrire comme soit x strictement plus petit que z, strictement plus petit que y, donc le tout strictement positif. Alors ça nous fait que f de 1 sur z est inférieur ou égal à y moins z sur y moins x, f de 1 sur x, plus z moins x sur y moins x, f de 1 sur y. Et donc en fait, cette caractérisation que je vais entourer, elle va être bien plus commode à manipuler en fait vis-à-vis de G pour obtenir la convexité de H. Et effectivement, en fait, si on prend du coup notre x, z et y comme ça, alors on a que 1 sur y est strictement inférieur à 1 sur z, qui est strictement inférieur à 1 sur x, le tout strictement positif. Et donc, en fait, ça veut nous dire que 1 sur z est aussi combinaison convexe de 1 sur y, 1 sur x. Donc, entre autres, ça veut dire qu'on peut trouver un t tel qu'on ait tel qu'on ait la propriété de convexité avec ce t, ce 1 sur y, 1 sur z, 1 sur x. Autrement dit, on peut dire que 1 sur z est dans l'enveloppe convexe de 1 sur y et 1 sur x. Et donc en fait, ce qui va être fort, c'est qu'on a juste à prendre notre caractérisation ici qu'on a trouvée, donc que je la remets encore entre parenthèses, mais c'est pour que vous voyez bien. En fait, le truc, c'est qu'on va juste avoir besoin de prendre les inverses ici de y, z et x, de pas toucher aux entrées de la fonction. Et en fait, ça va nous permettre d'obtenir une autre caractérisation en fonction de cette caractérisation, mais une caractérisation de la convexité de G, ce qui va nous permettre, a fortiori, en fait, parce qu'elle sera bien plus manipulable, d'obtenir directement la convexité de H. Effectivement, en fait, on va le voir, si on pose t qui est égal à 1 sur y moins 1 sur z sur 1 sur y moins 1 sur x, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on prend le t avec les variables inversées. Alors, 1 moins t est égal à 1 sur z moins 1 sur x sur 1 sur y moins 1 sur x. Et donc, on n'a que t 1 sur x. Donc en fait, là, on veut montrer quand même qu'on obtient bien 1 sur z en fonction de ce t, ce qui confirmera, entre guillemets, notre intuition. Donc t1 sur x plus 1 moins t 1 sur y, c'est égal à 1 sur y moins 1 sur z sur 1 sur y moins 1 sur x fois 1 sur x, plus 1 sur z moins 1 sur x sur 1 sur y moins 1 sur x fois 1 sur y. Et donc ceci, c'est égal à 1 sur y moins 1 sur z sur x sur y moins 1, plus 1 sur z moins 1 sur x sur 1 moins y sur x. Si on multiplie en haut et en bas dans cette première fraction par y sur y, et ici par x sur x, alors on obtient que 1 moins y sur z sur x moins y, plus x sur z moins 1 sur x moins y, et bien on a le même dénominateur de chaque côté, les 1 vont s'annuler, et ça nous donne que x sur z moins y sur z sur x moins y, et bien en fait ça précisément, on voit que le 1 sur z est en facteur au-dessus, le dénominateur et le numérateur vont s'annuler, et ça nous donne juste 1 sur z. Donc bien ce qu'on voulait, on a bien que 1 sur z est combinaison convexe de 1 sur x et 1 sur y, avec en coefficient ce t-là. Donc ça nous dit qu'on peut bien prendre ce t-là, ce 1 sur x, ce 1 sur y, ce 1 sur z, pour
pouvoir réécrire une inégalité de convexité. Or, G est supposé convexe, ce qui implique qu'en prenant, je vais juste le réécrire comme ça, en prenant le 1 sur y, 1 sur z et 1 sur x défini précédemment, et t qui est égal à 1 sur y moins 1 sur z sur 1 sur y moins 1 sur x. Alors, comme G est convexe, on peut réécrire ceci 1 sur z f de 1 sur z. Je vous rappelle que G, c'est x f de x. Donc ça fait 1 sur z fois f de 1 sur z. Et plus petit ou égal à, je vais juste réécrire le t. T 1 sur x, f de 1 sur x, plus 1 moins t, 1 sur y, f de 1 sur y. Et donc ceci, en fait, en multipliant par 1 sur z de chaque côté, ça nous implique que f de 1 sur z est inférieur ou égal à z sur y, donc avec la bonne définition de t qu'on avait vu juste avant, moins 1 sur 1 sur y moins 1 sur x, fois 1 sur x f de 1 sur x, plus z sur x moins 1 sur 1 sur y moins 1 sur x, 1 sur y f de 1 sur y. Donc en fait on a juste après à écrire, ça veut dire que f de 1 sur z est inférieur ou égal à z moins y, donc en multipliant en haut et en bas par y, z moins y, 1, y sur x, 1 sur x, f de 1 sur x, plus z moins x sur y moins 1, 1 sur y, f de 1 sur y. Ce qui est la même chose que f de... Donc des fois je mets des implications, mais dans les définitions qu'on a, c'est que des équivalences ici. Donc on a que f de 1 sur z est inférieur ou égal à... Donc du coup par le fait que ici c'est multiplié par 1 sur x, le x va tomber en bas, ici par 1 sur y, le y va tomber en bas, bah ça veut juste dire que z moins y sur x moins y f de 1 sur x plus z moins x sur x moins y f de 1 sur y. Et ben en fait vous voyez que c'est exactement la définition de la convexité de h qu'on avait vu, donc l'autre caractérisation qu'on avait trouvée. Le seul truc c'est qu'on multiplie en haut et en bas par moins 1. Donc ça changera pas, c'est juste qu'on va retrouver dans le bon ordre ce qu'on avait vu avant. Et donc voilà, ça conclut la convexité de h. Donc maintenant, supposons que h est convexe. Donc supposons h convexe. Alors ici ça va être encore une petite astuce de l'exo, on peut se servir en fait du point précédent pour conclure. Effectivement en fait on a que h de x, on peut le réécrire comme x 1 sur x f de 1 sur x, et tout ceci on peut l'appeler x grand f de x avec grand f, ça va être la fonction donc où x est dans i, qui à x associe 1 sur x, f de 1 sur x. Donc aussi on peut le voir comme grand f de 1 sur x, c'est x, f de x, et c'est juste g de x. Or, par le point précédent, déjà h est supposé convexe, mais par le point précédent, si x grand f de x est convexe, ce qui est le cas, alors ça implique que grand f de 1 sur x est convexe. Or, parce qu'on a dit précédemment, grand f de 1 sur x, c'est g de x, ce qui conclut l'exercice. Et donc, pour conclure, je trouve personnellement l'exo super intéressant, au-delà des calculs, donc comme je l'ai dit au début, le plus important c'est pas les calculs qu'on va faire, qui peuvent être un peu longs, c'est pas en soi trouver le résultat qui va être intéressant, c'est la démarche qu'on a eue. Et je le trouve super intéressant parce que déjà, de 1, il nous permet de manipuler la convexité dans le cas général, ce qui arrive vraiment pas très souvent, en tout cas pour moi, mais je pense en général dans les exercices, on manipule pas souvent la convexité dans le cas général. Surtout l'idée en fait de réécrire, je vais le retrouver, voilà, l'idée de réécrire la convexité de H, en fait, et de l'adapter dans notre cas, c'est vraiment l'idée clé, en fait, et c'est, comme vous l'avez vu, ce qui nous a permis directement de conclure, en fait, en réécrivant bien, en trouvant bien le T pour notre combinaison convexe des inverses, pour, du coup, réécrire la convexité de G, ce qui nous a permis de mieux l'adapter pour obtenir la convexité de H. Aussi, un sans perte de généralité, bon, ici, il n'est pas très compliqué, mais souvent, dans les exercices, les corrections d'exercices, d'examen,
dans des livres, les auteurs, les correcteurs vont marquer sans perte de généralité. Donc ceci sans perte de généralité. Ce qui peut des fois être troublant dans certains exercices parce que ça peut pas vraiment être évident pour tout le monde. Bon, ici, c'est pas très compliqué, on a juste à regarder ces 3 cas-là et montrer qu'ils sont triviaux. Et la fin astucieuse, en fait, qui nous permet un peu de faire un analogue inverse. Et donc la fin, en fait, qui est un peu astucieuse, qui nous permet de déduire directement notre deuxième implication de la première. À mon avis, cet exercice, les 2 implications sont assez analogues, donc je pense qu'on peut partir de la deuxième pour montrer la première. Ici, on a montré la première pour montrer la deuxième. Mais à mon avis, les 2 sont un peu analogues inverses l'une de l'autre, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Mais dans certains exercices, ça peut être intéressant déjà de faire une petite analyse de l'exercice, de voir ce qui se passe, parce que des fois, une application peut entraîner une autre, et l'autre sans... l'autre sans l'une, mais je pense que vous m'avez compris, la deuxième sans la première ou la première sans la deuxième peuvent être beaucoup plus difficiles à montrer que l'inverse. Ce qui peut parfois être intéressant de visualiser l'exercice et déjà de voir un peu ce qui se passe même au brouillon. Des fois même faire des choses sans avoir une rigueur extrême, mais déjà de voir un peu ce qui se passe quand on manipule les objets. Du coup, j'espère que cette vidéo et cet exercice vous auront plu. Surtout, n'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous, ça me ferait extrêmement plaisir, et surtout que de plus en plus de personnes puissent avoir accès à ces corrections et explications. J'espère encore que ça vous aura plu, et quant à moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Salut!